Il vous a souri, il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Il a semblé vous comprendre mieux que quiconque. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Une absence, un vide derrière les yeux. Quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer. Ce sentiment-là, ce malaise diffus que vous n'avez jamais pu formuler, il a un nom. En réalité, il en a deux. Et la confusion entre ces deux noms a peut-être déjà coûté très cher à des milliers de personnes. Aujourd'hui, on va parler de psychopathie et de sociopathie. Pas à la façon d'un thriller. Pas à la façon de Hollywood. À la façon de la science. Parce que la réalité clinique de ces deux profils est infiniment plus inquiétante et infiniment plus utile à connaître que n'importe quel film que vous ayez jamais regardé. Je vous préviens d'emblée, ce que vous allez apprendre ici va peut-être changer la façon dont vous percevez certaines personnes autour de vous. Et c'est exactement pour ça qu'il faut le savoir. Commençons par démolir le premier mythe, et il est massif. Ni la psychopathie, ni la sociopathie ne sont des diagnostics officiels reconnus par le DSM-5, le manuel de référence des psychiatres. Ce que les cliniciens diagnostiquent réellement, c'est le trouble de la personnalité antisociale, ou TEPA. Alors pourquoi ces deux termes existent-ils encore? Parce qu'ils décrivent deux trajectoires développementales distinctes à l'intérieur de ce même spectre. Deux chemins différents vers le même résultat, une incapacité structurelle à intégrer pleinement les normes morales et l'empathie d'autrui. La psychopathie, selon les travaux fondateurs du chercheur Robert R. et de sa psychopathie checklist, la PCLR, serait largement d'origine neurobiologique. Des études d'imagerie cérébrale ont montré des anomalies structurelles et fonctionnelles dans l'amygdale, cette zone du cerveau responsable du traitement des émotions, de la peur et de l'empathie affective. Le psychopathe ne choisit pas de ne pas ressentir. Il est câblé différemment. Son cerveau traite la détresse humaine comme une information neutre. La sociopathie, elle, serait davantage construite. Façonnée, elle émergerait d'un environnement traumatique, de maltraitance précoce, d'une enfance chaotique ou violente, d'un attachement profondément perturbé. Le sociopathe a appris, ou plutôt désappris, l'empathie. Il en a peut-être eu, à un moment. Elle a été brisée, écrasée, conditionnée à s'éteindre. C'est une distinction fondamentale. L'un est né avec un manque. L'autre a eu ce manque creusé en lui par le monde. Maintenant, entrons dans le vif. Comment ces deux profils se manifestent-ils concrètement? Parce que c'est là que la différence devient visible, et donc protectrice. Le psychopathe classique présente ce que les cliniciens appellent une façade de haute fonctionnalité. Il est souvent charmant, très charmant, calibré. Il maîtrise les codes sociaux non pas parce qu'il les ressent, mais parce qu'il les a analysés, mémorisés, et reproduits avec une précision chirurgicale. Il est froid, mais il ne le montre pas. Il calcule chaque interaction. Sa manipulation est planifiée, méthodique, patiente. Il peut attendre des mois avant de passer à l'action. Il ne s'emporte pas, il ne laisse pas de traces émotionnelles. Quand vous êtes avec lui, il vous donne l'impression d'être la personne la plus importante du monde, jusqu'au moment où vous ne lui êtes plus utile. Et ce moment-là arrive toujours. Le sociopathe, lui, est différent. Il peut ressentir des attachements, même superficiels. Il a souvent un cercle restreint de personnes envers lesquelles il manifeste quelque chose qui ressemble à de la loyauté, sa famille, ses alliés proches. Mais en dehors de ce cercle, les règles sociales ne s'appliquent pas. Il est impulsif là où le psychopathe est calculé. Il s'emporte, il agit sans planifier les conséquences. Ses manipulations sont souvent moins raffinées, plus réactives, parfois même désorganisées. Et c'est justement cette impulsivité qui le rend plus facilement repérable, et paradoxalement, plus dangereux dans l'instant. Un autre mythe à déconstruire absolument, non, ces individus ne sont pas tous des criminels violents. Les études estiment que les traits psychopathiques touchent environ 1% de la population générale, mais représentent entre 15 et 25% des détenus en milieu carcéral. Ce que cela signifie, c'est que la grande majorité de ces profils évoluent librement dans la société. Dans les bureaux, dans les familles, dans les relations amoureuses, certains atteignent même des positions de pouvoir élevées, non pas malgré leurs traits, mais parfois grâce à eux. Prenons 3 contextes concrets où ces dynamiques apparaissent, et où vous pouvez les reconnaître. Au travail, d'abord, votre collègue ou supérieur est toujours séduisante avec les décideurs, mais glaciale en privé. Il prend le crédit de vos idées avec une aisance déconcertante. Quand vous tentez de vous défendre, il pivote. Vous devenez le problème, pas lui. Il n'élève jamais la voix. Il n'en a pas besoin. C'est un profil psychopathique haute fonctionnalité, et il prospère dans les environnements compétitifs. Dans une relation intime, maintenant. Au début, tout est parfait. Trop parfait. Il vous comprend mieux que vous-même. Puis progressivement, quelque chose change. Des explosions de colère imprévisibles. Des retournements de situation. Vous marchez sur des œufs. Les excuses arrivent, sincères en apparence, suivies des mêmes comportements. L'attachement est réel par moments, mais les règles du jeu ne sont jamais symétriques. Ce profil-là est souvent plus proche du sociopathe, avec ses attachements sélectifs et son impulsivité cyclique. Dans un contexte commercial ou de vente, enfin, quelqu'un qui lit parfaitement vos désirs, vos peurs, vos insécurités, et les utilise comme levier. Il ne vend pas un produit, il vend une version de vous-même que vous voulez être. Et quand la transaction est faite, le masque de chaleur disparaît.
Parce qu'il n'a jamais existé. Si comprendre la manipulation sombre est vital pour se protéger, maîtriser les codes de l'attraction et de l'influence positive est tout aussi essentiel. Parce que connaître les mécanismes de l'obscurité ne suffit pas, il faut aussi savoir construire sa propre lumière. C'est précisément ce que j'ai voulu rassembler dans mon e-book, Les chuchotements du désir. Ce guide n'est pas un manuel de manipulation. C'est l'opposé, c'est un décodeur de votre propre pouvoir d'attraction, les signaux que vous envoyez sans le savoir, la façon dont vous êtes perçu, les dynamiques que vous pouvez réorienter positivement. Reprendre le contrôle de son influence, c'est aussi se blinder contre ceux qui cherchent à l'exploiter. Le lien est dans la description. Maintenant, comment vous protéger concrètement de ces profils? La première règle, faites confiance à la dissonance. Quand vos émotions vous disent que quelque chose ne va pas, mais que votre intellect ne trouve pas d'explication rationnelle immédiate, ne rationalisez pas ce ressenti. C'est souvent votre cerveau limbique qui détecte une incohérence que votre cortex n'a pas encore formulée. Ce malaise a de la valeur. La deuxième règle, observez la constance dans le temps. Un psychopathe peut maintenir un masque pendant très longtemps, mais pas indéfiniment. Observez comment cette personne traite ceux dont elle n'a rien à attendre. Les serveurs, les inconnus, les gens sans statut, c'est là que le masque glisse. La troisième règle, méfiez-vous de la séduction trop rapide. L'amour bomba, cette technique d'inondation émotionnelle précoce, est l'un des signaux d'alarme les plus fiables. Quand quelqu'un vous offre une intensité émotionnelle disproportionnée dès le départ, posez-vous une question simple, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cette intensité achète? La psychopathie et la sociopathie ne sont pas des monstres de cinéma. Elles ont un visage ordinaire, une voix douce, et souvent, une façade qui vous ressemble. Les reconnaître, ce n'est pas vivre dans la paranoïa, c'est vivre avec les yeux ouverts. Parce que la meilleure protection contre l'obscurité, c'est toujours la clarté. À la prochaine.